Et bonjour à tous, et on va maintenant parler un peu de formation, et surtout de formation pour l'inconnu, ce qui est très troublant pour l'université. On doit repenser l'université pour des métiers qui parfois n'existent pas encore, et c'est ce dont je vais essayer de vous parler pendant les quelques 30 minutes à venir. Donc comment on fait pour former pour des métiers qu'on ne connaît pas encore ? Il y a des métiers qui évoluent, on peut réfléchir à ça, mais là, ce qu'on doit faire, et c'est le rôle de l'université, c'est former des étudiantes et des étudiants pour des métiers qui sont inconnus. Donc il y a des questions de compétences, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, les attendus sont redéfinis dans tous les métiers, donc les métiers évoluent. Il y a un décalage, et même plusieurs décalages, c'est-à-dire entre les jeunes, je vais en parler un petit peu, qui utilisent massivement l'IA avant de rentrer à l'université, et les besoins réels du marché. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Utiliser l'intelligence artificielle pour un devoir d'histoire-géographie, ce n'est pas la même chose que de l'utiliser pour produire une étude dans une entreprise. Et enfin, il y a des métiers qui sont en tension, des métiers où il y a des demandes très fortes de recrutement et d'autres métiers alors qui disparaissent. Je suis a priori pas là pour faire peur. Il n'y a pas de métiers qui vont réellement disparaître, mais il y a des tâches dans les métiers qui vont disparaître. Alors ce que je vais essayer de présenter pendant ces quelques minutes, c'est déjà un peu un état des lieux sur une grande enquête qui a été faite dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donner quelques recommandations. Je ferai un focus sur les ingénieurs, et pour une raison très simple, c'est que souvent, ingénieur, on associe ça beaucoup à des compétences et à des métiers. Et enfin, peut-être la moitié de la présentation, je vais la consacrer à une innovation pédagogique, c'est-à-dire comment on fait pour enseigner à l'heure de l'IA, et pour enseigner pas uniquement des connaissances, mais des compétences, c'est-à-dire faire. Voilà. Alors commençons un peu par l'état des lieux. Donc il y a une mission que j'ai portée avec des collègues, notamment des collègues de l'inspection générale, qui a eu lieu il y a maintenant quelques mois. Donc vous allez me dire, quelques mois dans l'intelligence artificielle, c'est la préhistoire. Mais elle donne des informations quand même assez intéressantes, et peut-être ce que vous voyez en bas de ce slide, c'est qu'il y a eu un questionnaire, un des plus grands questionnaires de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire 30 000 répondants, des étudiantes, des étudiants, des professeurs, des enseignants, des personnels techniques et administratifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent à l'université, dans les écoles, etc. Et la première chose qu'on a constatée, c'est que évidemment, il y a un consensus pour dire que l'IA est là, d'une part, qu'elle s'installe au travers des outils, au travers de réflexions, mais il reste encore beaucoup de clivages, et notamment en termes de perception. Et par rapport aux personnes qui utilisent l'IA, les impacts peuvent être très différents. Et ce n'est pas du tout les mêmes utilisations entre des professeurs, des étudiants ou des personnels techniques et administratifs. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est tous les graphiques qui sont disponibles sur Internet, avec lesquels il y a un site qui est dédié, on peut aller jouer avec tous les résultats, on peut même télécharger les données anonymisées. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'IA, il y a une perception comme étant un outil. Mais si c'était qu'un outil, on intégrerait l'outil, comme par exemple Excel, on l'intégrerait, on apprendrait, et puis voilà. Là, c'est un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on repense complètement les métiers. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que c'est un changement complet. Et alors, face à un changement complet, ce qui se passe, et on peut revenir en 2022, l'arrivée de ChatGPT, usage massif de l'IA. Et à la date de l'enquête, donc qui était il y a exactement 1 an quand on a fermé le sondage, 92% des étudiants déclaraient utiliser l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas,
qu'on est un petit peu plus élevé. On ne sera jamais au-dessus de 100%, mais on n'en est pas très très loin. Et alors la chose très amusante, alors très amusante, tout dépend de quel point de vue, c'est que presque 100% des étudiants utilisent une IA générative, ChatGPT, Claude, Mistral, DeepSeek, à peu près tout ce qui existe, en fonction des usages, en fonction de ce qu'on dit d'ailleurs. On entend, mon voisin dit, Claude est quand même vraiment ce qu'il y a de mieux pour le code. Très bien, utilisons Claude. Le problème, c'est que tout le monde utilise ça, mais parmi les gens qui utilisent, il y a 10% des gens qui ne savent même pas que c'est de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on utilise ChatGPT, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est bien, on obtient peut-être des résultats, mais on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on utilise une technologie aussi puissante, il faut la connaître, il faut la comprendre. Et j'ai entendu précédemment, il faut être capable de maîtriser, de comprendre de quoi on parle, d'être capable de remettre en question ce qui sort, des questions qu'on pose. Donc les constats, c'est utilisation massive et variée. Un petit point d'attention, c'est que souvent, et particulièrement en France, quand on parle d'étudiants ou d'élèves qui utilisent l'IA, on pense à triche. Ah, ils ont utilisé sans le dire et tout ça. Ça, c'est un sujet. Et ça, il va falloir passer au-delà de ça. Donc les besoins, c'est d'apprendre avec et sans l'IA. Pas d'apprendre que avec l'IA. On ne peut pas être d'un côté complètement tombé dans l'IA et l'IA est partout. Mais par contre, c'est plus possible d'apprendre sans l'IA. Donc c'est un savant mélange entre les deux, et ça, c'est pour les étudiants. Et pour les enseignants, alors il y a beaucoup de constats, on voit beaucoup d'expérimentations justement pour faire monter les compétences, pour travailler avec l'IA, on développe des tuteurs personnalisés, donc vraiment des agents qui vont être capables d'accompagner individuellement les étudiants. Mais au fond, dans toutes les universités françaises et écoles, il y a encore peu d'usage massif dans les classes, et surtout pas de discours commun. Et pour la première fois, peut-être, il y a besoin, pour les enseignants, y compris les professeurs des universités, d'apprendre, de savoir ce que c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est un point essentiel. Alors, les recommandations, donc c'est des recommandations qui ont été faites au niveau national, hein, sur toutes les universités, tous les établissements, c'est qu'il faut former tous les étudiants. Tous. Ça commence à se faire en seconde. Ça va se faire dès la rentrée de façon un peu plus poussée en seconde, mais arrivé dans le supérieur, il faut comprendre ce que c'est l'IA. Et donc, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Parce que tout le monde l'utilise, mais pas de la même façon. Tout le monde n'a pas les moyens de payer une IA et donc d'avoir les meilleures performances. Donc, il y a ce point. La deuxième chose, c'est si on regarde du côté établissement, il faut l'adopter, l'IA. Il faut former aussi tous les gens qui vont travailler avec et qui vont se présenter devant les étudiants. Ça, c'est le premier point. Et maintenant, peut-être le cœur du sujet, c'est le modèle pédagogique. C'est-à-dire comment on transforme un enseignement, comment on transforme un modèle pédagogique. Par rapport à ça, je vais partager une petite anecdote. Alors, il se trouve que je suis professeur des universités, qu'il m'arrive assez régulièrement de faire des cours, alors de moins en moins, sinon je ne serais pas sur cette scène, évidemment. Et j'ai donné mon dernier cours il y a quelques mois dans une école d'ingénieurs à Centrale Supélec, devant des étudiants en troisième année. Quand les étudiants rentrent en cours, en fait, ce qu'ils me disent, c'est « Alors, tout ce que vous allez dire, monsieur, on sait déjà. On a accès à tout ce que vous allez dire. Vos cours sont en ligne, on les a passés dans un agent, il nous a fait le résumé. Voilà. Par contre, il y a des choses qu'on ne comprend pas. » Et vous voyez, ce type de question, c'est vraiment le cœur de la chose. Qu'est-ce que c'est à apprendre? Est-ce que c'est que la connaissance, le savoir, les choses qui sont contenues, ou c'est comment on va transmettre ce contenu, comment on va le connecter à d'autres choses, comment on va remettre en question? Et ça, c'est en train de changer. Et donc, ça veut dire que massivement, il va falloir repenser tout ça. Et donc, si je fais ce petit focus sur les ingénieurs, c'est parce que l'impact de l'IA, donc il y a un rapport qui a été fait par un think tank qui est sorti il y a quelques mois, il permet de dire une chose. Un, les ingénieurs ne seront pas remplacés. Deux, en fait, assez peu de métiers seront remplacés. Par contre, les ingénieurs vont être augmentés. Et alors, je n'ai pas la science infuse. Il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais oui, on va toutes et tous être au contact de l'IA. Pas uniquement les étudiants, pas uniquement les professeurs, mais à peu près partout. La question, c'est de savoir comment, pourquoi et avec quelle maîtrise.
Et donc, le rôle d'un ingénieur, de plus en plus, il se déplace parce qu'il est au contact de l'IA, parce qu'il a des outils, et au-delà d'outils, il a des agents. Et donc, ce qu'on va lui demander, c'est des compétences d'ingénieur, mais également des compétences plutôt hybrides, de pouvoir manager des agents. Et pour ça, il faut qu'il soit formé. Et donc, je vais faire un petit focus sur cette formation, et ça terminera cette petite présentation. On a développé un dispositif qui sera ouvert gratuitement à partir de septembre pour tout le monde, en fait, tous les citoyens, citoyennes en langue française, en langue anglaise. Je vais peut-être m'arrêter sur ce slide. Il y a un petit QR code, il y a un site qui est développé, il y a déjà de l'explication, il y a pas mal de vidéos. On a développé ça depuis très longtemps sur des financements justement d'investissement, donc de France 2030. Et on l'a appelé brevet AI parce que je pense que dans l'esprit de toutes et tous, brevet, on sent un peu le brevet des collèges, c'est un endroit où il faut des choses de base. Il faut avoir quelques compétences de base. Ça ne veut pas dire qu'on va être un expert dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on aura des compétences de base. Et donc ce brevet, c'est un dispositif pédagogique qui répond à plusieurs choses, aux questions de connaissance versus compétences, aux problématiques d'évaluation, et on se pose beaucoup de questions, devoirs maison, oraux, des choses comme ça. Et donc c'est un apprentissage de learning by doing, c'est-à-dire apprentissage par le faire. Le principe est assez simple, et tout le monde connaît très bien ça, c'est un principe de jeu. Donc quand on joue à un jeu, alors vu mon âge, je peux mentionner Mario par exemple, ça donne un peu une idée, mais League of Legends, n'importe quel jeu, en fait on a des niveaux, on joue, et puis quand on réussit à un niveau, on passe au niveau du dessus, on peut avoir des classements Elo, on peut avoir tout un tas de choses, et on a pensé la formation comme ça, c'est-à-dire il y a des activités, des jeux, et quand on va réussir l'activité, on aura acquis des compétences, et des compétences en intelligence artificielle. C'est donc tout public, à peu près à partir de 15 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 10 000 personnes qui ont passé ce brevet. Donc il n'est pas encore ouvert, mais on l'a ouvert quand même sur le périmètre de l'Université Paris-Saclay. 10 000 personnes de 15 ans à 86 ans, dans les dernières stats que j'ai reçues ce matin. Et il est assez interactif. Donc voilà comment ça se passe. Il y a des activités, donc disons des mini-jeux un peu ludiques, et qui vont permettre d'apprendre tout ce qu'il y a dans l'IA, tout ce qu'on entend à la télé, à la radio. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Qu'est-ce que c'est un modèle d'IA? Qu'est-ce que c'est des données au fond? On parle souvent de données, mais de quoi parle-t-on? Apprendre. On utilise le mot apprendre pour les modèles d'IA. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'apprentissage humain. Qu'est-ce que c'est d'avoir des données qui sont de qualité, qui sont propres? Voilà. Donc, plein d'activités et des activités qui sont progressives. On part d'un point de départ qui est justement où, à partir de 15-16 ans, tout le monde peut le faire, c'est revenir aux algorithmes. Et une fois qu'on a réussi chaque activité associée à un cours, comme dans tous les jeux dignes de ce nom, on va avoir du reward. Et là, le reward, malheureusement, ce ne sont pas des pièces ou des choses comme ça, c'est des fiches de notions pédagogiques. C'est-à-dire que vous avez le jeu, ça développe la compétence, on commence à comprendre ce dont on parle, et ensuite, vous avez des fiches notions pédagogiques, c'est-à-dire que là, on va associer les connaissances à la compétence, on va creuser un peu plus sur le domaine, on va ouvrir vers des questions historiques, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, d'où ça vient. On va renvoyer vers d'autres ressources, puisque ce n'est pas les seules ressources pédagogiques pour apprendre, il y a plein d'autres choses. On peut vouloir aller plus loin, on peut vouloir avoir des synthèses. Il y a du code dedans, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Et l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on a fait, on va calquer sur les compétences qu'on a acquises, on va calquer de la connaissance. Et donc, on va avoir ce lien connaissance et compétences. Alors là, j'ai parlé modèle, données, algorithme, apprentissage, LLM, si on veut. Il n'y a pas que ça dans l'IA, et il y a d'autres sujets qui sont autrement plus importants. Et à la fois d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Ce sont les impacts de l'IA, les impacts sur la société, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, comment on doit utiliser correctement. Déjà, il y a la première chose, c'est les données personnelles. On a tous des données personnelles,
On a tous des tonnes d'applications sur téléphone, on va tous sur des tonnes de réseaux sociaux et on passe pas mal de temps à cocher, à la fin de conditions générales que personne ne lit, à cocher des cases en disant « Allez, je donne mes données et finalement, c'est pas très grave ». C'est grave, il faut comprendre pourquoi. Donc, on a travaillé avec des experts qui vont expliquer ce que veut dire la donnée personnelle, qui vont expliquer aussi, on entend beaucoup dans les médias, la régulation. C'est important de réguler ou c'est pas important? Eh ben, chacun doit se faire une opinion, et pour ça, il faut des éléments pour se faire une opinion sur la régulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça va impliquer exactement? De la même manière, et un enjeu qui est absolument majeur, du moins, hormis le fait qu'il fasse assez froid dans cette salle, si on se décale de quelques mètres sur la terrasse, il fait sacrément chaud. Et ça ne va pas en s'arrangeant, de ce que j'ai compris. Il y a un vrai problème d'impact environnemental. Et donc, quand on parle d'IA, derrière, on parle de serveurs, de data centers, donc des choses qui consomment énormément. Ça, il faut être capable de comprendre de quoi on parle. Et ça va beaucoup plus loin uniquement que l'impact environnemental. Ça dit, quand on va utiliser une IA, il faut utiliser une IA qui est adaptée à ce qu'on veut faire. Et on n'a pas besoin d'utiliser une bombe atomique pour tuer une mouche. Donc, quand on veut faire de la traduction, c'est pas la peine d'utiliser Claude, qui consomme énormément, alors qu'il y a des logiciels, des systèmes d'IA qui sont beaucoup plus performants et qui consomment beaucoup moins. Voilà. La question d'évaluation, parce que donc, cette formation permet de délivrer des micro-certifications. La question d'évaluation, qui est souvent un problème, eh ben avec des activités, c'est pas un problème. Quand on passe un niveau sur un jeu, bah, soit on le passe, soit on le passe pas, on le réussit avec nos petites mains et une souris en général. Et ben là, on a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a des activités qui sont dédiées à la certification. Donc, pour recevoir une certification, ou même, ce qui est assez intéressant, pour recevoir un crédit ECTS, donc c'est crédits à l'université, on va passer ces activités de certification. Et en parallèle, bah, on doit aussi évaluer les connaissances. Donc, on va avoir un système un peu hybride de activités, connaissances. Et comme je vous l'ai dit, la question des enjeux sociétaux, c'est une question qui est importante. Et là, il y a beaucoup de choses sur la connaissance, sur la compréhension. Donc, on ne va plus être sur un mode d'activité. Donc là, ce qu'on a mis en place pour les évaluations, on a mis en place de la mise en situation. C'est-à-dire que on présente une problématique, personnes qui veulent se faire certifier, et dans une situation, ils vont avancer, et ça pourrait être converti en notes, par exemple, parce qu'à l'université, on aime beaucoup les notes. Hein. C'est quand même, à la fin, il faut donner des notes. Bon, je ne sais pas si c'est bien à l'heure de l'IA, mais en tout cas, il faut donner des notes. Et donc, toutes ces évaluations, elles vont être transformées en notes. Et donc, ça permet d'avoir du crédit. Ou elles vont être transformées en un certain niveau pour avoir le badge. J'insiste sur l'évaluation, pas que je sois fan d'évaluation, mais l'évaluation est assez importante. Tout dépend de quel point de vue on se place. On va distinguer deux types d'évaluation. L'évaluation formative, donc l'évaluation qui va permettre de faire de l'entraînement, qui va permettre d'apprendre, qui va permettre de se former, et l'évaluation certificative. Vous avez vu que dans ce petit dispositif pédagogique que je présente, il y a énormément d'évaluations formatives. C'est-à-dire on fait des activités, on fait des essais, on se trompe, on réessaye, on réussit. Ça, c'est de la formation. C'est vraiment, on se forme, on acquiert des compétences. Et puis, à un moment, ils font un peu d'évaluation certificative, donc on a proposé cette chose-là. Alors, le brevet IA, c'est plein de choses. On continue à le développer. Comme je disais, il sera disponible en français, en anglais pour tous les citoyens et citoyennes dès le mois de septembre. Pour le moment, ce que je vous ai présenté ou ce dont j'ai parlé, c'est une formule découverte. Donc, c'est vraiment une formule qu'on pense accessible pour tout le monde. Alors, j'étais il y a quelques jours à Lille. Il y a eu un grand sommet sur l'IA avec nous. Donc, vraiment, l'IA pour tout le monde. Et en discutant avec le président de la région des Hauts-de-France, en fait, on a convergé vers quelque chose de dire que ce brevet, c'est un peu comme quand on passe le permis de conduire, c'est le code. C'est-à-dire qu'il faut connaître un peu les règles, savoir de quoi on parle. Et puis après, si on n'a que le code, ma foi, c'est pas facile de conduire une voiture.
Donc, il faut passer la conduite. Donc, ça veut dire qu'il faut s'entraîner, travailler, utiliser les IA. Donc, on l'a pensé un peu comme ça, cette formule découverte, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de l'IA, vraiment, toutes les bases. J'ai parlé d'algorithmes, de modèles d'IA, de données, d'apprentissage, comprendre les enjeux. Mais après, on peut utiliser ça pour aller plus loin. Donc, on a une formule avancée par rapport à ça, qui va aller beaucoup plus loin sur de l'apprentissage profond, donc du deep learning, de l'apprentissage supervisé, non supervisé, apprentissage par renforcement. Et on est encore en train de développer un module sur l'IA générative, donc vraiment les LLM, Claude, ChatGPT, toutes ces choses-là. Et ces choses-là seront disponibles au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas comme des logiciels où il y a des updates qu'il faut payer. Non, ça sera gratuit et disponible au fur et à mesure quand on veut avancer et quand on veut avoir une certification qui va donner finalement un niveau essentiel pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui, donc je vous remercie pour votre attention. Et donc, pour continuer cette petite séquence, alors, avoir un professeur qui parle ou, disons, un expert, c'est marrant, mais maintenant, on va faire venir quand même des étudiants, puisque qui va être à l'université, ce sont des étudiants, et des étudiants qui peuvent repenser, qui ont proposé des idées pour repenser l'université et les façons d'enseigner. Et je vais déjà accueillir Shelza pour présenter les étudiants. Bonjour à tous, je m'appelle Shelza et je travaille à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et vous savez, lorsque on réfléchit à ces questions d'avenir d'enseignement supérieur, de repenser l'université à cette ère d'intelligence artificielle, il y a souvent les premiers concernés, à savoir les étudiants eux-mêmes, qui ne participent pas à ces conversations. Alors aujourd'hui, on en a invité 4 d'entre eux pour qu'ils puissent vous exposer leur opinion. Merci beaucoup Frédéric Pascal d'avoir posé le cadre. Alors, il y a quelques mois, l'INRIA a lancé un grand challenge étudiant international. C'est un challenge qui a mobilisé 200 étudiants venant de 10 pays qui ont réfléchi à l'avenir de l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Ils sont partis de situations concrètes qu'ils vivaient dans leur université. Ils ont débattu avec des experts, avec le comité international consultatif du projet, entre étudiants aussi, pour proposer des contributions actionnables à ces situations. Et aujourd'hui, on a les 4 lauréats de ce challenge. On a Candice qui poursuit un master en actuariat à l'université de Gustave Eiffel. On a Dia qui nous vient d'Inde, d'Amity University, qui poursuit un master en machine learning et intelligence artificielle. On a Mathéo qui vient de l'université de Paris-Dauphine PSL, qui poursuit un master en mathématiques et en informatique. Et on a Heisha qui poursuit un bachelor en droit à l'Open Jindal University en Inde. Alors, les 2 étudiantes indiennes vont s'exprimer en anglais. Plus tôt dans la semaine, elles ont rencontré la commissaire européenne en sciences, technologies et recherche, Ekaterina Zahariva. Hier, ils étaient à l'INRIA, où ils ont pitché leur projet devant des experts qualifiés et le comité du projet. Et aujourd'hui, ils sont devant vous pour vous aussi vous parler de leurs travaux et ce qu'ils ont fait ces derniers mois. Alors, bonjour à tous les 4. Est-ce que vous pouvez commencer par me dire qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce challenge et sur quel problème vous avez travaillé? Alors, bonjour. Le problème que nous avons constaté, il s'agit de l'illusion de compréhension. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, l'élève a accès très rapidement à des solutions qu'il consomme passivement, mais devant un examen posé, il n'arrive plus à retrouver tout seul la réponse. Aussi, les notes ne parlent pas assez des difficultés réelles de l'enseignant, de l'apprenant, je voulais dire. Et au niveau de l'enseignant, il constate que très tard, les difficultés, une fois après l'examen, et ce qui n'est pas révélateur et ne permet pas la progression réelle de l'étudiant.
Bonjour. So let's just be honest for a second. Every student here, every student watching, everyone uses AI. All of us. To write, to research, to learn, we use AI. And most of the institutes or universities says us that we should not. So it's not that we should not use AI. It should be taught that use it openly, widely, and responsibly. So that's the contradiction that brought us here. Bonjour à tous déjà. Alors pour moi et mon équipe, tout est parti d'un constat personnel. Comme beaucoup d'étudiants, j'utilise l'IA pour m'aider à m'orienter. Je lui donne ma situation, mes envies, mes doutes pour y voir plus clair. Et deux problèmes m'ont frappé. D'abord, je devais confier énormément d'informations personnelles à une IA américaine. Et ensuite, ces réponses ignoraient la réalité française. Nos diplômes, nos filières, nos marchés du travail. Elles étaient pensées pour un système qui n'est pas le nôtre. En prenant du recul, le constat est simple. Pour s'orienter, un jeune Français a le choix entre une IA générique probablement américaine et des fiches Parcoursup. Il n'y a aucun outil pareil, public, français, pensé pour notre système. Et tant que ce vide existera, ces IA continueront d'aggraver les inégalités d'informations qui sont bien réelles en France. Et ce qui nous a poussé à participer au challenge avec mon équipe. Firstly, thank you so much for the question. So, for most of education history, reasoning has been inferred from the output. And today, AI gives answers freely. But the most important skill of education is reasoning, has now become optional to most people. So that is why we joined the AI Grand Challenge, and that's the problem we are here to address. The process of reasoning is what we are addressing, and we are making it directly observable to individuals around the world. Ok, très bien. Vous avez réfléchi à ces situations. Ça a été votre motivation pour participer à ce challenge. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez construit concrètement? Et en quoi votre solution change la donne? Ok, nous, on a construit T-Twice pour Think Twice. En fait, c'est un outil, c'est un tuteur IA d'intelligence artificielle qui guide l'étudiant